Bonjour Patrick, ravi de te revoir pour cette nouvelle vidéo que nous allons faire pour notre chaîne, donc Liberté et Souveraineté. J'aimerais revenir un petit peu sur le point du budget, parce que je pense que ça vaut la peine un petit peu de creuser là-dedans, peut-être pas tant dans les chiffres, mais dans un petit peu les principes aussi de liberté autour du budget de l'État et de la manière dont il faut regarder ce que fait actuellement le gouvernement et ce que devrait faire le gouvernement. Donc, je t'en prie, si tu as des réflexions là-dessus. Oui, bon. Bonjour Finn, je suis aussi très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense pas que les chiffres euh, l'on nous a donnés pour le budget, alors certes c'est important pour savoir à quelle sauce nous allons être mangés et combien nous allons devoir payer, mais je pense que les chiffres sont, quand on regarde vraiment les choses, sont secondaires. Alors, pourquoi? Parce que le budget qui a été présenté d'abord n'équilibre pas les comptes de la nation, puisqu'il va encore manquer euh, des sommes considérables, plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'arriverons pas à l'équilibre cette année. Donc, et ensuite, la France va encore emprunter, je crois que si ma mémoire est bonne, plus de 300 milliards pour l'année prochaine, contre 284 cette année. Donc, c'est un budget qui n'a pas d'efficacité particulière, à part qu'il continue à conduire la France sur la voie qu'elle a prise depuis plus de 40 ans, qui est une voie de 1914 exactement, qui est la voie du déficit, de la dette, et au bout du compte de l'effondrement de la faillite. Je crois que la principale chose à retenir de ce budget, c'est que c'est un budget qui est un budget dans la continuité de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire de l'augmentation des prélèvements obligatoires et de l'augmentation des dépenses publiques. Parce que euh, les budgets depuis 1914, ça a toujours été ça. Et malheureusement, aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, n'a changé cette donne. Tous les gouvernements ont continué à faire de la dette, tous les gouvernements ont continué à augmenter les prélèvements obligatoires. C'est pour ça qu'on se trouve dans cette situation. Donc, le budget préparé par Michel Barnier va continuer sur cette voie et va nous plonger dans une catastrophe à un moment ou à un autre. Mais sur ça, parti comme c'est, je vois pas très bien comment, si on ne change pas vraiment cette politique, comment on peut l'éviter. Alors, changer la politique, ça voudrait dire quoi? Mais ça voudrait dire que diminuer vraiment les prélèvements obligatoires. Parce que pas comme tous les politiciens se gargarisent, en particulier ceux qui sont de l'équipe Macron, d'avoir baissé les impôts récemment et l'année passée, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les prélèvements obligatoires ont monté. Donc, si on veut vraiment baisser, il faut que les prélèvements obligatoires baissent. Et il faut vraiment qu'ils baissent franchement. C'est pour ça que la dernière fois, on a parlé du salaire complet, il faudra commencer par là, prendre France Initiative. Donc, quand on regarde la situation qui est arrivée, dans laquelle elle est arrivée, ce sont les hommes politiques, ce sont les politiciens qui ont mis la France dans la situation où elle est. Donc, si on veut vraiment s'en sortir, les mêmes hommes qui ont conduit la France dans la catastrophe ne vont pas l'en sortir. Donc, pas Michel Barnier, ben, il conduit la France dans la catastrophe comme les autres. Donc, il faut vraiment changer le paradigme et il faut vraiment que ce soit les Français qui reprennent la main. Donc, il faut baisser les prélèvements obligatoires et pour pouvoir baisser les prélèvements obligatoires, il faut dire qui fait quoi pour pouvoir retrouver la croissance et la prospérité, retrouver des richesses, créer des richesses. Et pour pouvoir créer des richesses, il faut rendre l'argent français et redonner aux Français l'initiative de leur vie. Parce que pour l'instant, les Français n'ont plus. Et puis après, il faut diminuer les dépenses publiques. À partir du moment où les Français ont le choix d'utiliser leur argent comme ils veulent et non pas de subir les choix des politiques qui piquent leur argent pour le dépenser là où ils veulent eux, à partir du moment où les Français ont cette liberté de choix, à ce moment-là, la prospérité économique peut revenir et les dépenses publiques vont baisser, puisque l'initiative n'appartient plus aux politiques, mais il faut leur retirer l'initiative à ces gens-là. Et il faut le faire, je pense, par voie référendaire, parce que autrement c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Si on regarde la dette publique, en réalité, on focalise beaucoup sur la dette publique qui est actuellement de 112%. Euh, et en effet, ça paraît beaucoup, et c'est beaucoup pour beaucoup de pays, pour d'autres pays, mais pour la France, pour un pays comme la France, dans la
position de la France faisant partie de l'Union européenne, faisant partie de l'euro, ce n'est pas forcément énorme. Les problèmes sont plus de nature politique et de nature de verrouillage politique, parce que le problème est beaucoup plus une question de déficit. Nous avons vu aussi tous les débats autour du déficit, c'est-à-dire que depuis 1974, comme tu faisais allusion, la France n'a pas réussi à avoir un budget équilibré. Et ceci est devenu presque quelque chose d'endémique, une espèce de maladie pratiquement où des petites cures, des petites réformettes, comme dit Macron, ne vont pas être suffisantes. Euh, donc même si on demande plus d'impôts, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc pour moi, c'est pas tellement les 112% de dette sur PIB qui est un problème, c'est le déficit, c'est le fait que nous n'arrivons pas à réduire le déficit. Et en réalité, il y a des pays qui ont été dans une situation beaucoup plus difficile que la France par le passé. On peut pas penser à l'Argentine, on peut penser à différents pays aussi de l'Asie qui, dans les années 90, ont subi des énormes chocs, mais qui ont réussi à réformer d'une manière rapide et évidemment légèrement douloureuse, hein, c'est indéniable, il y aura toujours un peu de douleur, donc il y a un prix politique effectivement à payer, mais tout ça pour dire que ce n'est pas impossible de réformer. Et là, on parle vraiment de réformer l'économie française. Et ça passe par la réforme de l'administration, comme nous avons dit. On peut regarder beaucoup de pays en Asie, mais également en Europe. Hein, l'Allemagne, avec les réformes Hartz qui ont eu lieu sous Schröder. N'oublions pas que Schröder était un socialiste, entre guillemets. Nous avons les réformes qui ont eu lieu en Suède, en Scandinavie de manière générale, également dans les Pays-Bas. L'Espagne a fait beaucoup de réformes également pour un petit peu rendre son économie un peu plus, disons, solide et ne pas dépendre que, par exemple, des services du BTP. Mais tout ça pour dire qu'il y a des pays tout autour de la France qui ont fait ce genre de réformes. Et donc, on dit souvent en France, impossible n'est pas français. Ben, montrons-le, montrons que la France peut également se réformer, parce que tout le monde sait, la Cour des comptes, comme tu as dit, et également d'autres articles auxquels j'ai fait référence à d'autres reprises, un article, ou d'ailleurs il y en a plusieurs, hein, sur le site viepublique.fr, qui explique très clairement que on ne peut pas continuer de la manière dont est gérée actuellement l'économie française. Et donc ce qui est quand même très préoccupant, c'est pas donc à nouveau tellement le déficit, c'est le fait qu'on ne voit aucune prise de conscience et aucune initiative politique pour vraiment s'attaquer à ce problème. Et évidemment, donc c'est vraiment lié à une question politique plutôt qu'économique. Et la France reste un pays très centralisé, et ça fait partie des problèmes, parce que tout doit venir de Bercy, du président, donc de l'Élysée, et ceci rend évidemment, on pourrait croire que cela pourrait rendre les réformes faciles, en réalité, parce que si tout vient d'un seul homme, mais ce n'est pas aussi simple que ça en France. Et d'ailleurs, souvent, les réformes doivent être liées aux besoins spécifiques. Évidemment, il n'y a pas forcément, même en France, une solution qui est adaptable à tout. En ce qui concerne l'administration française, on parlait de deux effets qui sont bien connus, qui sont d'ailleurs mentionnés dans l'article de Vie publique que les auditeurs ont pu voir sur l'écran. Il s'agit premièrement de l'effet Baumol. Donc Baumol était un économiste pas tout à fait libertarien, mais proche, dans beaucoup de cas, des principes de liberté. L'effet Baumol, c'est l'effet où les services ont une tendance, pour diverses raisons, une tendance à augmenter en coût avec le temps. Et ceci est particulièrement vrai pour les services dans des administrations gouvernementales. Donc, et la France, évidemment, subit de plein fouet cet effet Baumol, qui peut s'expliquer de différentes manières.
Il y a un autre effet, c'est celui donc de la théorie des biens publics, qui a été développé par donc l'économiste Buchanan, qui est le prix Nobel en 86, je pense, qui explique justement que les fonctionnaires n'ont pas un intérêt à dépenser, entre guillemets, correctement l'argent public. Ils n'ont pas l'intérêt à dépenser l'argent des contribuables dans l'intérêt de la population. Et ceci n'est pas juste une spéculation théorique de sa part. Ceci est aussi le fruit d'études empiriques. Donc, euh, il faut que tout simplement aussi beaucoup plus de Français se rendent compte de ces problématiques. Parce que c'est à travers la pression de l'opinion publique uniquement que les choses vont changer. Euh, pour ça, je reviens réellement à cet aspect disons, de formuler les idées de liberté et les divulguer le plus possible au sein de la population française. Alors, pour compléter ce que tu dis, je pense que déficit et dette, ça marche ensemble. Et incurie politique ou incurie gouvernementale, ça marche ensemble, puisque c'est le déficit qui engendre la dette, étant donné que bon, les politiciens français sont euh, accrochés au déficit et à la dette. L'un engendre l'autre, parce que si ma mémoire est bonne, la charge de la dette simplement, hein, va atteindre, je crois, 70 milliards, d'après ce que j'ai entendu, l'année prochaine, ce qui est gigantesque dans notre budget. Pour reprendre ce que tu disais c'est une question politique. Oui, c'est une question politique en France, parce qu'en France, l'homme politique, le politicien se mêle de tout. Aucun secteur n'échappe à l'homme politique. Donc, il se mêle d'économie, et c'est une catastrophe. Le politicien qui se mêle d'économie, c'est une véritable catastrophe. La preuve, que nous sommes dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. En fait, la liberté économique, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, n'existe pas vraiment en France, puisque en France, nous avons des centaines de milliers d'articles de codes, de lois et de règlements qui sont en vigueur. Nous avons aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des prélèvements obligatoires qui sont complètement déments et des dépenses publiques qui sont tout aussi démentes. Donc, la véritable solution, c'est dans un pays comme la France, c'est d'abord faire la différence entre ce qui est la véritable politique et ce qui revient à la liberté économique. Comme je disais tout à l'heure, les Français doivent se réapproprier la liberté économique. La liberté économique leur appartient. Elle leur a été confisquée depuis des dizaines d'années, petit à petit, par les hommes politiques qui se sont mêlés de tout et qui ont fait qu'au final, la vie privée n'existe pas vraiment en France et la liberté économique n'existe pas vraiment non plus. C'est pour ça que le tissu industriel, le tissu économique français disparaît, et c'est pour ça aussi que les Français sont habitués ou contraints, ça dépend si on est version pessimiste ou optimiste, sont contraints de demander des subsides à l'État ou des réglementations à l'État. Mais la véritable chose que devraient demander les Français, en particulier les acteurs économiques, c'est la liberté économique. Ça veut dire la liberté d'échanger, la liberté de faire ce qu'ils souhaitent avec leur propriétaire et ce qui leur appartient, dans la mesure évidemment où il ne porte pas tort à autrui. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ce qui est politique et liberté économique. La seule décision valable qu'aurait pu prendre Michel Barnier ou devrait prendre un homme politique, quel qu'il soit, bon, à mon avis, il n'y en a aucun qui le fera, mais bon, c'est comme ça, c'est de dire, OK, nous, hommes politiques, nous, politiciens, nous allons nous occuper de la politique, des fonctions régaliennes, la justice, la police et l'armée, parce que là, on peut dire que la justice, la police et l'armée, c'est aussi dans le même état que le reste de l'économie française ou le reste de la France, c'est-à-dire que c'est dans un état lamentable quand on regarde les statistiques, soit de sécurité, soit l'état euh, de notre armée, c'est sûr qu'il n'y a pas de quoi être fier. Bref, les hommes politiques font de la politique et les Français échangent leurs biens et font de l'économie. Et ça, c'est la véritable différence. Donc, pour parvenir à cette solution, il faut que tu as dit que les politiciens, tu as cité la théorie du choix public de Buchanan, c'est vrai, les politiciens ou les hommes de l'État, on va dire, travaillent pour leur intérêt propre, ils ne travaillent pas pour l'intérêt général. Donc, il faut qu'ils acceptent
de rendre le pouvoir aux Français. Et comme je disais tout à l'heure, l'Assemblée que nous avons, l'Assemblée présidente, c'était pareil, c'est une Assemblée qui est bloquée, c'est une Assemblée qui est bloquée par les politiciens jaloux de leur pouvoir, qui vont croire aux Français qu'avec les mêmes méthodes et avec les mêmes personnes, ils vont obtenir un résultat différent. Ça ne tient pas debout. Tout le monde sait que ça ne tient pas debout. Mais oui, ils continuent à répéter cette, cette insertion en espérant que les Français vont finir par la gober et finir par l'accepter, ne pas la mettre en cause. Mais non, il faut que les Français remettent en cause le pouvoir total des politiciens et surtout l'omniscience des politiciens. Les politiciens ne savent pas tout surtout ils ne savent pas ce que c'est que la vie économique parce que la manière dont sont formées nos élites, ce sont des gens qui, je l'ai déjà dit, ne savent pas ce que travailler, ce sont des gens qui ont toujours vécu, pour la plupart, hein, qui ont vécu de revenus de redistribution. Donc, il n'y a pas de raison particulière que ces gens-là veuillent que ça change. Il n'y a pas de raison particulière que ces gens-là veulent limiter leur pouvoir. Il n'y a pas de raison particulière que ces gens-là décident de rendre leur liberté économique aux Français. Il n'y a pas de raison particulière qu'ils le fassent de leur propre chef, sauf qu'ils sont touchés par la grâce comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Mais à ce moment-là, il faut que les Français leur fassent comprendre qu'ils voudraient bien, ils aimeraient bien récupérer leur pouvoir et leur liberté, liberté économique et autres. Et pour ce faire, il ne voit que la solution du référendum et ou des référendums pour que ça se passe de manière pacifique et douce. Parce que plus on attend et plus le temps passe, plus la probabilité que ça se passe de manière brutale ou violente ou douloureuse, comme tu disais tout à l'heure, euh, se précise et va être, alors j'espère pas inévitable, mais bon, probable. Oui, c'est exactement ça. Je veux juste pour terminer donc cette vidéo, on va reparler davantage évidemment de liberté économique, de liberté politique. J'ajouterai juste un point quand tu dis que nous n'avons pas de liberté. En réalité, pour moi, il ne faut pas voir la liberté comme quelque chose de manichéen. Nous ne sommes pas dans un état où aucun état est dans une situation où nous avons zéro liberté. Et quand on a un état, nous n'avons jamais une complète liberté. Donc, il faut toujours voir en fait la liberté comme des nuances de gris, allant du blanc jusqu'au noir, sachant que nous pouvons pratiquement jamais être blancs et nous ne sommes jamais noirs non plus. Donc, la seule question est où se trouve la France sur cette échelle de liberté économique d'un côté, de liberté politique de l'autre. En ce qui concerne la liberté économique, nous avons évidemment des graphes, nous avons des institutions comme le Heritage Foundation qui analyse. Là, évidemment, c'est subjectif parce que analyser avec des variables la liberté économique, c'est toujours un choix. Mais néanmoins, il est possible de mesurer dans quelle mesure la France a une liberté économique. Et effectivement, la France a une certaine liberté économique parce que sinon le pays s'effondrerait. Donc, il s'agit tout simplement de rendre cette liberté économique plus grande et rendre la vie pour les entrepreneurs plus facile. Et là, on pourra regarder dans une prochaine vidéo quels sont justement les index ou les variables sur lesquelles il faut vraiment que la France joue, parce que la France n'est pas mauvaise dans tous les critères. Hein. La France est assez mauvaise dans certains critères. Nous aurons l'occasion de regarder cela dans une vidéo future. Merci, Patrick.